Véritable monument du cinéma et issu du nouvel Hollywood des années 70, Steven l'homme fable Spielberg a su concilier cinéma grand public et exigence formelle toute sa carrière. Dans cette vidéo, je me concentrerai sur sa carrière de réalisateur, mais en tant que producteur, je lui dois aussi mon film doudou ultime Gremlins, ainsi que d'excellents souvenirs avec les Animaniacs ou les Tiny Toons. En réalisateur, il fait dès ses débuts ses preuves, tout d'abord avec un court-métrage de guerre et un long-métrage avec des effets spéciaux, Firelight, qu'il projettera en Arizona et qui lui permettront de gagner $1. Steven n'a alors que 17 ans et fait forte impression dans son entourage et dans sa ville. Puis il se professionnalise avec l'excellent téléfilm Duel, mais aussi un épisode de Columbo. Le téléfilm Duel a eu par la suite droit à une sortie cinéma grâce à son succès à la télé et à son prix à Avoriaz. Sa première décennie de cinéma, pour le dire un peu grossièrement, se concentre sur des films très populaires, puis il partira en croisade pour un Oscar. Tout d'abord, c'est bien sûr un top totalement subjectif. Je suis conscient que formellement, Il faut sauver le soldat Ryan est plus qualitatif que certains films de mon top 10, mais je suis toujours passé un petit peu à côté hélas. Tout comme Rencontre du troisième type, même si j'adore la partition de Williams, et qu'on sent que c'est un projet très personnel pour Spielberg, qu'il y met des thématiques qui lui sont propres. Alors c'est parti. En 10e position, AI, Intelligence artificielle. Film réalisé dans l'ombre du fantôme de Kubrick, qui devait initialement développer ce projet, mais la pré-production a été compliquée et Kubrick préféra se concentrer sur Eyes Wide Shut. J'étais obligé de parler d'AI. J'adore ce que ce film raconte sur l'enfance, comment il le raconte à la manière d'un conte ou d'un roman d'apprentissage par moment, comment il parle également du développement de la pensée et de l'apprentissage de la culture occidentale bien sûr. J'aime les références aux grands philosophes, j'aime la performance de Jude Law qui me paraît parfaitement casté pour ce rôle. 9e position, Arrête-moi si tu peux. Si 1993 est une année charnière pour Spielberg, on y reviendra plus tard, 2002 aussi, puisqu'il y a Minority Report et Arrête-moi si tu peux. On a pour ce film un générique à l'enseigne, digne de ce que concoctait Saul Bass pour Hitchcock. Le visuel est fait par le français Olivier Kunzel, et la musique, bien sûr, de John Williams. Le personnage principal adore se mettre en scène, sans doute pour s'éloigner de sa vie, qui a manqué d'une figure paternelle, un peu comme Spielberg, dont l'art de faussaire lui a lui aussi permis d'exister, en inventant des histoires. L'absence de figure paternelle est une thématique récurrente chez le cinéaste. Basé sur une histoire vraie, c'est un film beaucoup plus abordable et populaire qu'AI, malgré certaines scènes douloureuses par moments. On retrouve Tom Hanks, le chouchou de Spielberg. Numéro 8, E.T. Spielberg croyait peu au succès d'E.T., ce qui paraît fou aujourd'hui tant le film est culte, et qu'il cartonnera encore plus que Star Wars à sa sortie. Il faut dire qu'il y a une place à prendre du côté du divertissement familial, le début des années 80 étant un peu compliqué chez Disney. Alors quels sont les ingrédients du succès d'E.T. ? Allez hop, on met des maisons de banlieue américaine, un père absent, il est au Mexique je sais pas quoi, la notion d'ami imaginaire chère à Spielberg, des phares de bagnole et une belle photo, et hop on tient un classique. On est toujours du point de vue du gosse, on voit très peu les adultes, à part la mère, puisqu'elle est importante pour l'enfant, et surtout l'extraterrestre est vite attachant. Ce qui n'est pas évident à mettre en place. Le film arrive à montrer le merveilleux du quotidien de chacun, plutôt que de nous donner forcément envie de s'évader ailleurs. La beauté est partout, c'est ce que nous dit Steven. La qualité globale du film est imparable. À part, visuellement, l'extraterrestre. On s'y est habitué, mais il est quand même vachement bizarre. Numéro 7, Ready Player One. C'était ça ou Tintin. Spielberg s'est extrêmement bien approprié la technologie de la performance capture. La réal est dynamique, grâce aux caméras légères et hyper précises qu'il avait sur le tournage, le film n'a pas de temps mort et la réalisation est hyper précise également. Jamie Bell s'est tellement investi sur le tournage qu'il s'est blessé. Mais revenons à Ready Player One. Il s'agit d'un film fleuve sur la pop culture. Tout y passe, de King Kong à Shining, en passant par bon nombre de jeux vidéo ou de films cultes, et le propos porte justement sur notre rapport commun à cette pop culture. L'Evil Geek, Mr. Hallyday, rien à voir avec le rocker des pubs optiques 2000, l'antagoniste du récit rappelle Kevin Feige, le boss de Marvel, ce qui est assez amusant.
et à propos. C'est avec des gens qui fuient la réalité avec la VR plutôt que d'essayer de changer la réalité qu'on passe le film. C'est assez malin comme pitch, parce que ça ne dénigre ni ne glorifie les nostalgiques anti-technologie ou les fanatiques de nouveautés numériques, ni dans un camp ni dans l'autre. On aborde pendant le film la mélancolie qui peut amener à la création, la volonté d'échapper à la mort par cette même création et par cette projection dans un autre univers, et le besoin de la pop culture de se renouveler plutôt que d'être passéiste. Et pourtant, certains spectateurs ont vu un message inverse à celui que veut véhiculer Spielberg. Numéro 6, Les Dents de la Mer. Première grosse production de Spielberg, film de commande d'ailleurs, tournage en mer, donc grosse galère pour avancer dans les temps prévus, et pareil pour le budget. Malgré ces contraintes, le film mettra Spielberg sur les rails du succès, notamment avec 3 Oscars, mais pas dans la catégorie meilleur réalisateur. Le film joue beaucoup sur le hors-champ, un peu comme Duel, mais différemment. Spielberg montre qu'il est déjà un directeur d'acteurs brillant, notamment avec Roy Scheider. Les personnages sont sensibles et incarnés au-delà des scènes d'action. Les scènes de huis clos sont très puissantes et on a déjà une figure paternelle complexe, comme ce sera le cas dans toute la filmo de Spielberg. On a un très beau travelling compensé qui montre l'influence d'Hitchcock utilisée à bon escient. Le film est un succès populaire, on ne parle que de ça à l'été 75. Numéro 5, Lou Bega, Minority Report. Le pitch, on peut anticiper les crimes. C'est un film brillant, très politique, très pluriel, à la fois dans la science-fiction, dans le romantisme au sens large, au sens émotionnel, au sens premier du terme, et bien sûr, le thriller. La réalisation est dynamique et fonctionne à chaque seconde. Tom Cruise n'a jamais été aussi bon, peut-être dans Magnolia, ou dans La Guerre des Mondes, de Spielberg aussi, réalisé 2 ans plus tard. La séquence de course-poursuite dans le centre commercial est complètement dingue. Le film est conçu initialement comme une suite de Total Recall, avant que les droits ne se perdent et que la Carolco coule. Dans la foulée d'A.I., il reste dans la science-fiction kubrickienne, mais aussi aux accents de course-poursuite hitchcockienne ou dignes de ce que venait de faire De Palma avec Mission Impossible, qui date de 2000. Le sujet, ou disons un des sujets centraux, est la manipulation des images pour manipuler leurs spectateurs. C'est un des films les plus sombres et sérieux de Spielberg, et un de ceux qui embrassent le plus la mythologie à travers la figure des oracles, et le fait que Tom Cruise doive changer ses yeux pour mieux voir. C'est une idée presque homérique, liée aux sirènes. La caméra joue sur les corps et leur ampleur, leur confrontation, c'est très habile. Puis bon, il y a Max von Sydow et des jetpacks, que demander de plus? C'est les années où Spielberg fait du cinéma pessimiste, mais hyper pertinent. Numéro 4, West Side Story. Je ne suis pas très fan de comédie musicale, ou du moins rarement. J'ai pas aimé La La Land par exemple, ou Les Misérables. Bon, apparemment, c'est 2 films qui ne font pas l'unanimité chez les fans du registre. Mais par contre, quand j'accroche, souvent je suis à fond, comme c'est le cas ici. Alors le pitch, les Portoricains et les Européens s'affrontent via leurs 2 gangs rivaux dans un quartier en démolition de Manhattan. Oui, mais voilà, Maria et Tony vont tomber amoureux. À la base, c'est sur la scène que ce Roméo et Juliette des temps modernes voit le jour en 1957. En 1961, c'est la première adaptation de Robert Wise. Je ne suis pas très fan de la version de Wise qui m'emporte beaucoup moins que celle-ci. Et 60 ans plus tard donc, le remake de Spielberg d'un de ses films d'enfance. Le petit Steven saoulait sa famille en chantant « Tonight » à tue-tête. C'est un film vivifiant, mine de rien assez complexe et très émouvant. Tout passe par la manière de filmer et ce dès l'intro en ces 10 minutes intenses. Spielberg est en pleine possession de ses moyens et nous sort une démonstration de précision et d'orfèvrerie où la caméra et le cadre enferment ou libèrent ses personnages selon les situations. La musicalité et le rythme passent par des jeux de mouvements endiablés et surprenants. La caméra danse aussi bien que les comédiens. Merci tout de même à Robert Wise d'avoir inspiré Spielberg. Entre autres John Ford bien sûr. Pour certains de ses films, dont celui-ci, puisque Spielberg reprend à Wise son côté très vivant, très coloré, avec des teintes très marquées dignes du Technicolor, allant jusqu'à faire s'échanger les couleurs entre gangs. Ah, symbolique quand tu nous tiens. La version de Spielberg dialogue donc avec celle de Wise sans la renier pour autant. Le tempo de la version Spielberg est top et redonne vie et vivacité à West Side Story. Ce qui est aussi dû au casting, dont les acteurs portoricains que le réalisateur a été chercher, plutôt que de maquiller Rita Morena comme dans la version de Wise. Le film est moins crépusculaire que bon nombre des derniers films des vieux réalisateurs comme Kurosawa ou Eastwood. Celui-ci a encore une part d'enfance,
même si ça ne l'empêche pas de parler de sujets graves et importants comme le communautarisme, la gentrification des villes, puisqu'il s'agit d'un quartier peut-être rasé, ou le racisme systémique, avec la scène dans le commissariat. Autant de sujets qui étaient davantage en arrière-plan dans le film de Wise, puisque filmé en contre-plongée. Beaucoup de ces messages passent par la chorégraphie plutôt que par des dialogues balourds. Ah oui, et le casting est vraiment brillant. Rachel Zegler est une vraie révélation pour son premier film, et Ariana DeBose crève l'écran dans le rôle d'Anita. Mais là je vous vois venir, ou plutôt je vous entends marmonner devant votre écran. Vous vous dites, non mais là le frérot il a pas vu un Spielberg avant 2000 ou quoi, c'est quoi ce classement? Bon déjà chacun ses goûts, hein, puis c'est en fonction des périodes, des coups de cœur. Il y a quelques années j'aurais mis Duel par exemple. J'y venais, regardez. Mais tiens, top 3, un film que j'aime de plus en plus avec les années, Indiana Jones et le Temple maudit. Dès l'introduction, on est au paroxysme du savoir-faire de Spielberg et John Williams pour sublimer les scènes d'action et rendre tout grandiose. J'aime beaucoup la trilogie Indiana Jones. Le personnage est très intéressant, séducteur, drôle, et qui peut être parfois gêné par certaines situations. Harrison Ford joue cela à merveille. La course-poursuite du premier volet est folle et a demandé une préparation en amont avec des cascadeurs complètement dingues. On voit l'héritage de Buster Keaton et l'exigence qui en découle. J'aime beaucoup le deuxième volet parce que Spielberg est dans une maestria de mise en scène. Même les scènes plus calmes, comme la scène du dîner, me font beaucoup rire. Et il y a de grosses prises de risques, comme avec la scène du cœur qui rend le film assez noir. De plus, le personnage de 2001 est super. Ça fait plaisir de revoir cet acteur d'ailleurs beaucoup plus tard, dans Everything Everywhere All at Once. C'est dans la période de création d'Indiana Jones 2 qu'est d'ailleurs créé le PG-13, un entre-deux entre le film grand public et le film pour adultes. D'ailleurs, dans plusieurs pays, Angleterre, Corée, etc., la scène d'arrachage de cœur est totalement coupée. Dans cet Indiana Jones, on est sur du James Bond, en mieux réalisé et en plus riche selon moi. Avec de jolis plans tournés en Inde par exemple. Les coulisses du tournage font fortement colonie de vacances. Spielberg et Harrison jouent au pistolet à eau entre les prises par exemple. Ça sent l'ambiance bon enfant et ça transparaît à travers l'écran. Le visionnage est très ludique. Bon, maintenant, si je vous dis verre d'eau qui tremble, vous pensez à quoi? Ou j'ai dépensé sans compter. Numéro 2, Jurassic Park. Les thèmes musicaux sont sublimes. Le projet est si ambitieux, si grandiloquent, et le film vieillit si bien à tous égards que j'étais obligé de le classer aussi haut. Et sur le fond, le film est super dans sa mise en abîme du spectateur dans l'action du film, avec ses personnages observant des dinosaures gambader au calme, comme on le fait par l'intermédiaire du film. C'est réaliste et satisfaisant, ça s'attaque à notre âme d'enfant à tous. Spielberg s'empare des images de synthèse et les impose avec brio à Hollywood, on n'est qu'en 93, tout en sachant faire le tri parmi les idées d'ILM, la société d'effets spéciaux de Peter Jackson, et s'amusant à jouer avec la frustration du spectateur. Encore une fois, c'est un film marquant, le préféré de bon nombre de cinéphiles, marqué par la première scène d'attaque du T-Rex, entre autres. Et pour les plus petits, c'est le caca du Triceratops, pourquoi pas? Ceux qui ont Hook en film d'enfance ne peuvent pas dire que ça vole toujours très haut. J'aime assez bien la suite, Le Monde Perdu, même si on sent, quand on se renseigne, que Spielberg n'était pas à fond dedans. Il n'était pas toujours sur le plateau selon Jeff Goldblum et d'autres sources, et c'est pas le film qu'il a fait avec le plus de passion. Mais il y a des trucs rigolos, comme la référence à Godzilla. On sent qu'il fait cette suite parce que ça l'a saoulé que les suites de Jaws lui échappent. Après avoir proposé ce grand spectacle digne du meilleur héritier des forains, le réalisateur retourne au cinéma d'auteur avec son chef-d'œuvre. Numéro 1, La liste de Schindler. Dur de classer autrement, tant le film me paraît une claque évidente. Un film au sujet risqué à aborder en fiction est primordial pourtant, quand bien même on a voulu m'enseigner l'inverse en fac. Le film fait entrer Spielberg dans la catégorie des réalisateurs respectables, catégorie dont il rêvait déjà dans les années 80, avec plusieurs de ses films comme La couleur pourpre. Ici, il est toujours accompagné du génie éclectique de John Williams, qui s'est par ailleurs aidé pour cette composition du violoniste Itzhak Perlman. Le film sort la même année que Jurassic Park. D'ailleurs, Spielberg finit par monter son film de dinosaures après les journées de tournage en Pologne, de salles de ambiance. C'est la première collaboration entre Spielberg et son chef-op désormais attitré, Janusz Kaminski. Le travail de reconstitution est proprement hallucinant. On est en permanence abattu et compatissant pour ce qui se passe. Le film est très didactique, rendant ce sujet abordable pour les jeunes publics et pouvant leur faire prendre conscience de cette part de l'histoire et de son aspect bureaucratique.
Comme l'a dit le grand réalisateur Billy Wilder, c'est la perfection. Et quand le réalisateur de certains lame shows, Boulevard du Crépuscule, La Garçonnière ou Assurance sur la mort te dit ça, tu t'en sors plutôt bien. Et voilà, c'était clairement une guerre cérébrale pour établir un top 10. Parce qu'à part Indiana Jones 4 et Le Bon Gros Géant, j'aime tous les films de Spielberg. Hook est une part importante de mon enfance, mais il a mal supporté le revisionnage une fois adulte. Amistad me bouleverse, La couleur pourpre me touche beaucoup. J'adore son enchaînement de films historiques dans les années 2010. Mais voilà, il fallait faire des choix. Et vous, c'est quoi le Spielberg dont on ne parle pas assez, mais que vous adorez ?